Donc, bonjour tout le monde. Très heureuse d'offrir le podcast La main qui berce. Qu'est-ce que ce podcast-là? Dans le fond, c'est un balado qui parle des enjeux liés à la DPJ, qui parle aussi des familles en difficulté, des ex-placés, des pratiques de la DPJ, bref, de tout ce qui a rapport à la protection des enfants et l'éducation des enfants, l'intégration des jeunes aussi dans la société, une fois leur parcours chaotique terminé, on l'espère, rendu à 18 ans, même si on sait que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi avoir choisi le nom La main qui berce? En fait, sans faire référence au vieux film des années 90, qui était excellent, là, avec Rebecca De Mornay, qui joue une folle finie dans un trailer du même nom. C'est d'abord et avant tout un poème de William Ross Wallace. Ne pas confondre avec William Wallace, là, le visage bleu, l'Écossais, Liberté, le Braveheart, mais un autre poète qui est aussi britannique et qui disait « La main qui berce l'enfant est la main qui gouverne le monde ». Donc, ce que veut dire son poème, c'était que ça parlait de l'influence de la parentalité sur le développement de l'enfant, mais aussi de l'intégration du jeune dans la société. Donc, plus un enfant ou un jeune a des bonnes bases, plus on peut réparer rapidement les bases déficientes, plus on l'accompagne, bien plus ça va faire un adulte accompli dans la société et qui est capable de contribuer de façon enrichissante. Donc, ce podcast n'est pas possible sans le sociofinancement pour les 6 premiers épisodes. Donc, je tiens vraiment à remercier nos donateurs. On en a eu 13, incluant des anonymes. Nadine Thibodeau, Audrey Trottier, Alain Simard, Christine Brousseau, François Bellemare, Isabelle Landry, Jonathan Ménard, Karine, José, Nathalie Duquette et évidemment Au cœur de l'arbre, qui est un organisme dans l'Outaouais, entre autres fondé par Mélanie Barabé, travailleuse sociale, qui est un endroit pour donner un répit aux parents dépassés, mais aussi pour donner de l'aide, de l'accompagnement aux jeunes qui ont des très grandes difficultés dans la vie, qui ont des gros défis, troubles d'opposition, que ce soit de l'autisme, etc. Donc, c'est vraiment un bel organisme qui, malheureusement, présentement, là, est en restructuration et qui ont décidé de nous faire un don de 5 000 $ pour être capable de faire le podcast et essayer d'avancer nos projets connexes. Pour le premier épisode, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Maître Viviane Nguyen, qui est une pointure de la loi de la DPJ parce que c'est une avocate qui travaille en droit des familles et en droit des jeunes. Donc, Maître Viviane Nguyen est venue avec nous parler de la LPJ, la vulgariser pour le grand public, mais aussi nous donner des conseils généraux et répondre à des questions Patreon. Donc, merci Miramax pour tes questions. Maître Viviane Nguyen, c'est fait un plaisir de répondre justement par rapport à l'esprit de la loi. Donc, si le côté juridique, si toutes les petites questions de technicalité, c'est quelque chose qui vous titille, si vous aimez le droit, je pense que vous allez adorer cet épisode. Restez à l'écoute. Bienvenue au balado La main qui berce. La main qui berce, c'est un projet de coopérative et un balado pour venir en aide aux familles en grande difficulté au Québec, aux jeunes en réinsertion sociale, aux jeunes sous tutelle de la DPJ. On parle de la DPJ, on touche aux sujets sensibles et ce, sans tabou, sans jugement, dans la bienveillance. Car la main qui berce l'enfant est la main qui gouverne le monde. Donc, aujourd'hui, pour le premier épisode du podcast La main qui berce, on a la chance d'avoir Maître Viviane Nguyen, qui est avocate en droit de la jeunesse. Donc, bonjour Viviane. Bonjour Martine. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Donc, dans votre parcours, justement, que ce soit avec les différents dossiers de parents ou à la cour, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent toujours ou qui sont un peu troublantes ou ça, là, tu sais, que le public s'imagine pas dans le milieu du droit de l'enfance, là? Et pour le public, je pense que
il pourrait être surpris du fait qu'il y a beaucoup de familles que, selon le public, il n'y a pas d'abus là et la DPJ ne devrait pas être là. Il y a quand même une méconnaissance du public de l'étendue de l'application de la loi sur la protection de la jeunesse. À mon avis, la DPJ, elle est très, très présente. Il y a beaucoup de cas dans la loi qui lui permet d'être là et on a une interprétation qui est très large de la loi sur la protection de la jeunesse. Alors, à première vue, le public peut croire que la DPJ, c'est pour les abuseurs d'enfants, les batteurs d'enfants, les violeurs d'enfants ou ceux qui nourrissent pas leurs enfants, par exemple, ou les drogués. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mes clients, beaucoup d'entre eux n'ont jamais levé la main sur leurs enfants, n'ont jamais abusé sexuellement de leurs enfants ou négligé leurs enfants, mais ils sont impliqués avec la DPJ depuis des années. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que le public n'est pas au courant. OK. Mais justement, on nous répète souvent que la DPJ, c'est une loi d'exception. Pourquoi, à ce moment-là, elle est capable de rester aussi présente aussi longtemps, là? J'ai des cas qui s'apparentent à des situations qu'on peut croire anodines. La DPJ peut être là pour un risque de négligence. Et là, l'interprétation du risque de négligence est quand même large, ce qui lui permet d'inclure beaucoup de situations dans ce qu'elle perçoit comme étant un parent qui a un risque de négligence sur ses enfants. Et au niveau du tribunal, comme le but, c'est la protection de la jeunesse, il y a quand même une application généreuse de la loi dans le but de protéger les enfants. Ça, c'est la perspective du système de la protection de la jeunesse. OK. Justement, quand on parle de la loi de la protection de la jeunesse, est-ce que vous pouvez rapidement nous la vulgariser, là, à peu près les articles importants que tout jeune ou tout parent devrait savoir, par exemple? On a l'article 38 qui sont les motifs de compromission. C'est l'article qui donne ouverture au droit à la DPJ d'intervenir dans la vie des enfants. Donc, il y a plusieurs motifs. On a 38A, abandon, 38B, négligence. Il y a différentes déclinaisons du 38B, négligence physique, négligence santé, négligence éducative. On a aussi le risque sérieux de négligence. Le mot sérieux est important pour moi. Parce qu'un petit risque de négligence, selon moi, la DPJ n'est pas supposée d'être là. Ça doit être très sérieux. C'est ce que la loi dit. On a le 38C, qui est le mauvais traitement psychologique, qui est plutôt large. Ça peut être un conflit sévère de séparation. Ça peut être du dénigrement. Ça peut être tout acte qui porte à croire que l'enfant est maltraité psychologiquement parlant. Le 38C.1 qui porte sur la violence conjugale, exposition à la violence conjugale. On a 38D, abus sexuel, risque d'abus sexuel, 38E, abus physique, risque d'abus physique, et finalement 38F, troubles de comportement sérieux. Et il faut aussi que les parents ne prennent pas les moyens pour mettre fin aux troubles de comportement sérieux pour que 38F fonctionne. Ça, c'est ce que le législateur dit. Mais en pratique, il y a quand même une interprétation très libérale et large du 38F parce que j'ai beaucoup de cas où est-ce que les parents mettent énormément d'efforts pour contrôler les troubles de comportement et n'y parviennent pas, notamment en raison de diagnostics. La loi dit que les parents, basically, doivent rien faire pour que l'État intervienne au niveau du trouble de comportement. Mais en pratique, étant donné que le but de la DPJ, dans sa perspective à elle, c'est de donner des services, on va quand même aller s'introduire dans les familles pour un trouble de comportement, même si les parents essayent des démarches pour contrôler la situation avec leur enfant. OK. Donc, c'est dans ce moment-là, quand on a un jeune qui a un trouble par exemple, un trouble d'opposition avec provocation, c'est souvent dans ces moments-là où la DPJ va intervenir un peu plus tôt, même si les parents ils ont mis en place tout le filet de sécurité nécessaire, tout l'aide psychosociale nécessaire pour l'enfant. Ça peut arriver que la DPJ s'ingère pareil dans la situation ou s'insère dans la situation, vienne intervenir.
Absolument, j'ai des dossiers où est-ce que les parents ont travaillé avec des professionnels dans le milieu public, dans le milieu privé, les services du CLSC, des services privés d'un psychoéducateur, milieu hospitalier. Mais quand il y a pas de résultats, satisfaisants, la DPJ, peut demander d'intervenir, là, en vertu de 38F. Elle va le faire soit par entente avec les parents, mesure volontaire. Est-ce que je peux intervenir? Veux-tu signer? Ou sinon, si les parents refusent, elle va s'adresser au tribunal pour intervenir. OK. Justement, quand on parle justement des droits des familles, est-ce que les familles qui sont approchées ou qui ont reçu un signalement à la DPJ ont certains droits ou est-ce qu'ils doivent un peu plier les chaînes et continuer de collaborer et de signer tout ce qu'il y a à signer? Bref, quelles sont à un moment donné, les limites où la famille peut dire non, mais ça, sais-tu, je suis pas sûre que je suis d'accord, je suis pas sûre que. Y a-t-il des circonstances? C'est une très bonne question. C'est important de différencier collaborer et être d'accord avec tout et signer tout. Collaborer, c'est répondre au téléphone, être poli, ouvrir la porte quand ils viennent, venir à leur bureau. Vraiment, c'est une collaboration. Par contre, si on n'est pas d'accord, à ce moment-là, on peut mandater un avocat pour faire trancher un juge. J'encourage toujours la collaboration parce que si les parents ne collaborent pas, le juge va être très mécontent. Et Mhm. là, ça peut jouer contre nous dans le dossier judiciaire. Ça devient plus difficile parce qu'on devient le parent qui ne collabore pas, le mauvais parent. On veut toujours donner bonne image. Donc oui, on entretient des relations cordiales avec la DPJ. Mais au niveau de ce que tu me disais, tout signer, dire oui à tout, c'est complètement différent parce que là, il y a des enjeux juridiques. On ne va pas admettre des choses qu'on n'a pas fait. On ne va pas signer des ententes qu'on ne veut pas signer. Donc, on ne peut pas toujours dire oui à tout. On peut dire oui aux éléments avec lesquels on est d'accord. Mais autrement, s'il y a des choses qui sont inexactes, fausses, ou si on a un désaccord, à ce moment-là, on ne peut pas dire oui. Mais dans l'esprit de collaboration, on va pouvoir dire, écoute, je continue à collaborer avec toi, mais il y a certaines choses que j'ai pas la même vision, j'aimerais faire trancher un juge. Donc là, la DPJ ne pourra pas dire, monsieur, madame ne collabore pas. On collabore, mais on aimerait faire trancher un juge très poliment. Et on ne se chicane pas avec la DPJ. On fait simplement dire ça et ensuite, le combat, il va se mener devant le juge avec l'avocat. Je veux jamais que les parents se battent avec la DPJ. Ça, c'est le travail de l'avocat. S'il y a un point juridique qui ne fonctionne pas, l'avocat va s'en occuper. C'est notre travail, dans le fond, de contester devant le juge et de soulever des arguments juridiques qui ne fonctionnent pas. Et quand il y a des lésions de droit, l'avocat peut s'en occuper aussi. OK. Donc, justement, on parlait de lésion de droit. Donc, du côté des enfants, quels sont ces droits auxquels c'est non négociable? Il faut quand même que la DPJ respecte ça toujours. Là. Toute la loi, elle est faite autour des droits des enfants. La loi au complet, l'esprit de la loi, elle a été créée pour les enfants. Donc, les enfants ont le droit au respect de toutes les dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse. Les tribunaux peuvent être très mécontents quand il y a lésion de droit et peuvent l'indiquer dans leur jugement que les droits des enfants ont été lésés. C'est important pour la DPJ d'avoir conscience de ça, qu'en tout temps, on doit respecter toutes les dispositions de la loi parce qu'on est là pour les enfants. Donc, par exemple, un enfant, techniquement, devrait avoir le droit, j'imagine, de rencontrer un avocat, des fois, dans certains cas, de parler avec son avocat, parce qu'il y a un avocat des enfants qui est mandaté, des fois, à la cour. Hein. Je pense qu'il y a le procureur qui est de la DPJ, il y a toi, ben, vous qui êtes à la défense, et il y a il y a l'avocat de l'enfant, hein, généralement, quand on est à la cour. Oui, les enfants, dès qu'il y a un dossier DPJ d'ouvert, il y a la demande en justice qui est envoyée à l'aide juridique. L'aide juridique va s'occuper de représenter les enfants. Sauf que l'aide juridique, ils peuvent pas prendre tous les enfants, surtout dans la région de Montréal. Donc, ils vont disperser certains dossiers à des avocats de pratique privée qui acceptent les mandats d'aide juridique. Donc, les enfants ont un avocat. Lorsqu'ils viennent à la cour,
ils vont pouvoir parler à leur avocat. Il peut y avoir certaines difficultés parce que certains enfants veulent parler à leur avocat après la date de cours et soit oublient les coordonnées de leur avocat, le nom de leur avocat, ou sinon n'ont pas reçu les coordonnées. C'est ce qu'ils peuvent mentionner. Et la difficulté là-dedans, c'est que si l'enfant questionne son parent et que le parent s'en mêle, après, ça va se retourner contre le parent. La DPJ va dire, Madame, Monsieur, essaie d'influencer l'enfant, essaie de dire à l'enfant de vouloir appeler son avocat, met des idées dans la tête de son enfant. Donc, c'est super dangereux quand le parent aide l'enfant à exercer ses droits auprès de son avocat. Euh, je, j'ai toujours peur que ça se retourne contre mes clients. Donc, je conseille toujours à mes clients de rester loin de la relation avocat-enfant pour ces raisons, parce que une fois que la DPJ commence à dire au tribunal que nous, on manipule les enfants à parler à leur avocat, on a très mauvaise image devant le juge et ça nous met à grand risque d'échec. Donc, malheureusement, on dirait que c'est comme à l'enfant d'être proactif dans le vouloir de parler à son avocat. Et la difficulté, c'est que des fois, ils ont 12 ans. Tu sais, des fois, mes clients, ils me disent, ma fille, elle a 12 ans. Tu sais, elle aimerait parler à son avocate, mais elle ne sait pas comment, elle ne sait pas où trouver. Mais dans ce cas-là, moi, je suggérais aux enfants d'en parler directement à l'intervenant des PJ, comment tu peux me mettre en contact avec mon avocat. Mais encore là, il y a encore un risque que le parent soit blâmé. Bon, là, madame, vous parlez du dossier judiciaire à votre fille. Comment ça se fait que votre fille veut parler à son avocate? Ce risque-là me fait très peur. Fait que moi, j'essaie de laisser les choses aller au niveau de la relation avocat-enfant. C'est vraiment à l'avocat de solliciter l'enfant ou à l'enfant de solliciter son avocat. Nous, on a trop peur de mettre à risque notre dossier judiciaire. Nous, on est là pour gagner, disons, mais c'est mon mandat, là. Je suis pas mandatée pour perdre. Mais si à cause d'incidents que la DPJ juge inadéquats, on perd notre dossier, c'est dommage. Fait qu'on fait très attention à ce qu'on fait à l'extérieur de la cour pour augmenter nos chances de succès à la cour. Et c'est vraiment purement stratégique. Et il y a une nuance à apporter. Les petits enfants, les avocats vont pas les rencontrer. Par exemple, à 4 ans, l'avocat de l'enfant va faire le choix de pas le rencontrer parce qu'il va dire qu'il est sous mandat légal et non sous mandat conventionnel. L'enfant n'est pas assez mature pour donner un mandat. Et il y a un âge qui est quand même euh, flou, où est-ce que l'enfant pourrait être assez mature pour donner le mandat à son avocat ou pourrait ne pas l'être. Dans la fourchette de l'âge flou, c'est l'avocat de l'enfant qui prend la décision pour dire si l'enfant il est assez mature ou non pour donner le mandat à son avocat, de le représenter et de dire ce que lui, il veut vraiment. Ben, je trouvais ça super intéressant parce que c'est un point central, c'est vrai. Hein, moi, combien de fois j'entends, il n'a jamais rencontré mon enfant. Oui, mais il y a 10 ans et demi. Bon. Et je comprends mieux la tranche floue. Là. Je pense que, comme tu dis, comme vous dites, ça passe entre 10, 11 ans jusqu'à 12 ans, 13 ans. C'est une zone qui est floue, c'est ça à peu près. Hein? Mais en jasant avec toi, il y a quelque chose qui me vient en tête. La Cour suprême, là, Mm-hmm. Garada, elle a dit qu'à 8 ans, il fallait qu'on considère le désir de l'enfant. En cours supérieure, moi, j'ai déjà eu des enfants de 8 ans rencontrés amplement par leur avocat. Puis on s'en va à procès, puis l'avocat vraiment dit, là, cet enfant-là, il veut ci, il veut ça, il dit ci, il dit ça. Mais en chambre de la jeunesse, ça semble complètement différent. Moi, les enfants de 8 ans en chambre de la jeunesse Cour du Québec, C'est non. j'en ai jamais vu un qui a été rencontré. Mais en Cour supérieure, il est rencontré. Puis la Cour suprême a même dit que 8 ans, on doit considérer ses désirs. Ça ne veut pas dire que ces désirs sont déterminants. Ça ne veut pas dire que tu as 8 ans, tu choisis tout. Pas du tout. Mais il faut quand même t'écouter, t'entendre. Mm-hmm. Tu es un être. Et justement, j'ai eu des problèmes avec le barreau par rapport à ça exactement. Parce que j'avais dit dans un TikTok il y a des années que à 8 ans, les avocats des enfants, matière DPJ, chambre de la jeunesse, sont pas rencontrés. L'avocat veut pas les rencontrer parce qu'ils sont pas assez matures pour donner un mandat. C'est ce que les avocats disent. Fait que j'avais dit ça dans un TikTok. Puis là,
La syndic du barreau au téléphone a dit là, c'est inacceptable. Non, c'était pas au téléphone, c'était en personne, excuse-moi. J'ai eu tellement de conversations avec elle que je les mélange. Là, tu donnes des fausses informations aux parents. La Cour suprême a dit qu'à 8 ans, l'avocat pouvait rencontrer l'enfant, qu'on pouvait considérer ses désirs. Puis là, j'ai dit oui, ça c'est vrai en Cour supérieure, c'est vrai avec la Cour suprême. Mais en Chambre de la jeunesse, c'est pas comme ça. Puis là, elle était comme non, 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 tu dis des fausses informations aux parents. Puis là, j'étais comme non, non, le maître, c'est une maître, là, la syndic du barreau, c'est une avocate, a dit ce qu'elle dit. Puis là, moi, je dis non. Je pratique en chambre de la jeunesse, je le sais. Puis j'ai été vraiment ferme avec elle, que je mens pas là, au public là, quand je dis qu'à 8 ans, en chambre de la jeunesse, les enfants ne sont pas rencontrés. Je dis la vérité. Fait que même elle était surprise des pratiques en chambre de la jeunesse qui ne concordaient pas avec ses connaissances à elle en droit de l'enfant. Mhm. Et je trouve ça particulier, cette dichotomie. Euh, moi, je trouve qu'il y a un certain manque de cohérence. Et c'est peut-être pour ça que le gouvernement met en place en ce moment le tribunal unifié de la famille, pour pas qu'on fonctionne comme ça dans une cour puis comme ça dans une autre cour. On veut une certaine cohérence. Ouais. Je voudrais revenir justement sur les familles, les parents. Est-ce que y a-t-il des erreurs que vous êtes capable de nous donner en disant non, ça là, c'est un no-no là, quand vous faites ça là, avec la DPJ, si vous êtes sûr que vous allez vous retrouver avec des problèmes énormes, là, faites pas ça. Tu sais, un petit mode d'emploi de quoi pas faire, mettons. Ah oui, tout le temps. Je le fais régulièrement en consultation juridique, des nouveaux clients qui viennent me voir pour me poser des questions. Puis, je le fais aussi avec mes propres clients dans certains cas. Il y a certains parents qui vont être offusqués, indignés, mécontents, fâchés, opposants aussi. Il y a des parents qui vont se chicaner avec moi. Mais ce que je leur dis, là, puis je m'en viens là, dans les conseils, ce que je leur dis, c'est écoutez, madame, monsieur, vous me payez pour des conseils juridiques justes. Je dois vous donner leur juste. Je ne commencerai pas à vous dire des belles choses parce que vous avez payé votre consultation. Ça serait vous voler votre argent. Je dois vous dire la vérité. Si vous faites ça, vous êtes à risque de perdre votre enfant. Et là, tu sais, quand je leur dis, OK, ils payent pour avoir la vérité, là, ils commencent à absorber l'information, puis ils disent, OK, mais au début, la réception de l'information peut être difficile parce que j'ai l'impression que certains parents se payent une consultation juridique pour se faire dire qu'ils sont donc bien beaux, donc bien parfaits, qu'ils vont gagner, puis que tout est merveilleux, puis que le juge va démolir la DPJ. Mais concrètement, dans la réalité, les juges qui démolissent la DPJ, ça n'arrive pas Il n'y souvent. en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Hem, fait Fait que dans les exemples de choses à ne pas faire, par exemple, une mère qui aurait frappé son enfant avec, des objets, là, un bâton ou quelque chose d'autre et qui viendrait devant le juge dire que c'était rien du tout. Ça, c'est très dangereux. Ça, tu te mets à risque de plus jamais revoir ton enfant. Parce que le juge, il se dit, OK, cette madame-là, elle n'a pas compris. Elle trouve que c'est rien du tout. L'enfant a des bleus partout. Elle est bien trop dangereuse. Moi, je peux pas envisager un retour chez maman parce qu'elle va recommencer, puis ça pourrait être pire, puis l'enfant pourrait décéder. Fait que là, je leur dis, madame, monsieur, on peut pas minimiser ça parce que là, vous faites peur au juge. Il faut reconnaître certaines choses qui n'ont pas été correctes et travailler à partir de là pour dire comment je vais faire pour plus faire ça. Quelle méthode éducative je vais développer pour plus faire ça. Quelle méthode de gestion des émotions je vais développer pour ne pas perdre justement le contrôle de moi-même. Là. Parce que dans le fond, certains parents qui peuvent frapper leurs enfants, c'est une perte de contrôle. Il y en a qui le font de manière consciente, ils ont été élevés comme ça, par exemple, puis ils trouvent ça normal. Mais d'autres, c'est vraiment une perte de contrôle. Fait que ça, il faut faire attention avec minimiser parce que là, tu fais peur au juge. Fait que c'est mieux d'être capable de se regarder en face puis de reconnaître certaines choses, puis de travailler à partir de là pour rassurer le juge pour qu'il puisse songer à te redonner ton enfant dans un délai suffisamment rapide parce qu'après un certain délai, on risque le placement à 18 ans, on risque l'adoption, etc. Il y a ça, il y a minimiser qu'il ne faut pas, surtout les affaires très, très graves qu'on reconnaît. Quand les parents disent: «Oui, c'est vrai, là, je l'ai frappé». Il y a aussi dans les cas de violence,
Où est-ce qu'un parent est forcé comme à choisir entre protéger l'enfant ou protéger le conjoint ou la conjointe. Je vais donner un exemple. Par exemple, une mère qui est très, très soit attachée, amoureuse du conjoint, soit qu'elle a peur de lui. Elle essaie de le protéger, puis elle nie tout ce qu'il aurait fait à l'enfant. Puis, par exemple, il peut y avoir des marques sur les enfants, des marques d'abus. À ce moment-là, si la mère, elle protège le conjoint, mais elle protège pas l'enfant, c'est sûr que le juge va pas vouloir lui donner l'enfant. Elle fait peur au juge parce qu'elle est pas protégeante envers l'enfant. Fait ces personnes-là, ces parents-là, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Je leur dis, là, malheureusement, il faut choisir qui protéger. Dans votre situation actuelle, on ne peut pas protéger les deux. Il faut en protéger un, puis ça va être votre enfant parce qu'on ne peut pas risquer de le perdre. Parce qu'après un certain délai, c'est le placement jusqu'à 18 ans. Donc, il faut vite rassurer le tribunal. Tu n'as pas 5 ans pour rassurer le juge. Tu dois le rassurer tout de suite que toi, tu es capable de protéger ton enfant. Ensuite, si tu veux te remettre avec ton conjoint ou ta conjointe qui a des problèmes, à ce moment-là, on peut envisager long terme un plan de réintégration. Mais il faut que la personne travaille sur elle-même. Par exemple, une thérapie X, fermée, ouverte, etc. Et éventuellement, faire une preuve devant le tribunal qu'on peut réintégrer cette personne-là progressivement dans la vie de l'enfant. On peut peut-être commencer par les rencontres supervisées, par exemple, et le temps finira par rassurer le juge. Mais toi, au moins, tu n'auras pas perdu ton enfant entre-temps. Tandis que si tu protèges quelqu'un qui ne devrait pas être protégé, tu mets à risque ta relation avec ton enfant et ta garde de l'enfant. Quoi d'autre que je mets en garde les parents? Les choses à ne pas faire. Surtout devant le juge, là, dénigrer la DPJ comme ça se peut pas, là, parler contre la DPJ ouvertement et de manière exagérée, ça va mettre en échec ton dossier. Si tu fais ça, le juge va te regarder avec un drôle d'air. C'est pas bien vu, c'est pas bien accepté de critiquer la DPJ comme ça là, en chambre de la jeunesse. Donc, si on veut critiquer la DPJ, on va le faire de manière très subtile, avec des gants blancs, poser des questions au juge pour que lui-même il fasse le lien entre le non-sens de la DPJ parfois, mais jamais directement. Sinon, tu mets peut-être là, en échec ton dossier judiciaire. Est-ce que j'aurais d'autres exemples qui me viennent en tête? Peut-être plus tard. Euh, Si j'en ai d'autres, je te le dirai parce que ça fait un moment que je réponds puis je veux pas t'endormir non plus. Là. Non, mais c'est super intéressant. On avait parlé aussi de collaborer. Donc, un parent qui se barricade chez eux et dit t'as pas le droit de venir, t'as pas de mandat, j'imagine que c'est pas. Même quand c'est pour un premier signalement, c'est pour rassurant. Hein? On s'entend que tu barricades les portes, dis non, je rentre pas, j'attends un mandat. C'est peut-être pas. Alors qu'ils viennent poser des questions la première fois. Je sais pas. Tu sais, c'est. Oui, les juges apprécient pas ça. C'est vu comme un manque de collaboration. Il y a un devoir de collaboration dans la loi sur la protection de la jeunesse. Puis si tu collabores pas, tu risques une amende. Ça, il n'y a pas grand monde qui le savent. Ah C'est dans oui. les derniers articles de la loi sur la protection de la jeunesse. D'ailleurs, si tu veux l'article, je peux aller le chercher. Ça fait que si ça t'intéresse. Sinon, C'est pour toi, mais moi tout est intéressant, mais je savais pas. On risque une amende. Donc, on- dire que tu n'as pas, on n'a pas collaboré, par exemple, un parent un petit peu inquiet ou bon, qui décide qu'il refuse d'ouvrir la porte, qui attend un mandat absolument, ça pourrait être vu comme un manque de collaboration, puis il pourrait être passible d'une amende d'avoir fait ça. Euh, les parents qui ghostent la DPJ, tu sais, silence radio, ouvrent pas la porte, répondent pas au téléphone, viennent pas aux rencontres, répondent pas au courriel, ils vont éventuellement recevoir une mise en demeure en vertu de l'article 134 de la loi sur la protection de la jeunesse. Et OK. c'est dans cet article-là qu'on prévoit, notamment, on prévoit plein de choses, mais on prévoit le devoir de collaborer avec les personnes désignées là, par la DPJ. Et l'amende, c'est entre 250 et 2500 Quand même. C'est une amende qui est pour moi un peu théorique parce que je ne l'ai jamais vue en pratique. J'ai jamais vu le juge condamner madame à payer une somme parce qu'elle n'a pas collaboré avec la DPJ. Par contre, ce qui est néfaste, c'est que quand tu collabores pas, euh, tu recules dans ton cheminement de soit faire sortir la DPJ de ta vie
ou de ravoir la garde de ton enfant. Vraiment, mettons, tu pars à 0, mais en refusant de collaborer, tu pars à -20. Puis là, pour toi et ton avocat, le chemin est plus long pour arriver à destination. Puis il faut se rappeler que nous, notre stratégie, c'est d'arriver à destination, d'arriver à qu'est-ce qu'on veut, et non de reculer puis de mettre le juge à dos, etc. Mhm. Justement, quand on parle de collaboration, ça m'amène à la prochaine question. Ben, disons que la DPJ vient de cogner chez nous un matin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement que ça finisse en cours de justice? Parce qu'on s'entend, il y a des plaintes qui se retrouvent très facilement fermées. Des fois, sont non fondées. Des fois, ça se résorbe. Mais qu'est-ce qu'on... tu sais, puis s'en aller à procès, c'est pas nécessairement le fun, là. C'est pas comme aller à la ronde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être éviter de se rendre là, mais d'avoir quand même un résultat aussi que du bon sens, c'est-à-dire d'éviter que l'enfant sorte de chez nous aussi. Oui, il y a beaucoup de parents qui me contactent pour une consultation dès le premier appel de la DPJ. Donc, la DPJ est encore en train d'évaluer. Il n'y a rien qui est vraiment concret. C'est vraiment un premier appel. Et dans ces cas-là, moi, je leur conseille d'être ouverts, transparents, polis et aussi de rassurer la DPJ. Si la DPJ est inquiète d'un certain élément, on peut aller lui montrer les preuves contraires pour la rassurer. Parce que si on la rassure, elle ferme le signalement, puis ça s'arrête là. Par contre, si on est dans la confrontation ou si on est louche, on cache tout, on ferme tout, on barricade, là, on va faire peur à la DPJ. Il y a des chances qu'elle va peut-être saisir le tribunal. Elle a peur, elle évalue, elle n'a pas toutes les informations qu'elle voudrait du parent, elle a des informations du signalant. Fait que, tu sais, à cette étape-là de l'évaluation, je conseille de rassurer la DPJ. D'ailleurs, la première personne à rassurer, c'est toujours la DPJ. Et si ça ne fonctionne pas, après ça, on va aller rassurer le juge. Donc, la DPJ, c'est une étape importante. Les parents, souvent, ils vont sauter trop vite. Ah, je m'en vais devant le juge. Non, parce que si tu rassures la DPJ puis que ça marche, tu n'auras même pas besoin d'aller devant le juge. Fait que commence par rassurer la DPJ. Aussi, au premier appel de la DPJ, une erreur fréquente des parents, et je le comprends parce que ça peut être très stressant et surprenant. Tu sais, t'es dans ton auto, tout d'un coup, il y a un appel, tu décroches Bluetooth, puis c'est la DPJ. T'es stressé, t'es pris par surprise, t'entends toutes sortes d'histoires, t'as peur. Et l'erreur fréquente, c'est les parents qui se mettent à hurler, raccrocher, envoyer chier. Puis là, ils viennent me voir ensuite. Puis là, tu sais, je leur dis, il faut pas faire ça. Tu sais, vous allez mettre le juge à dos. Ils vont le dire au juge que vous êtes pas fin, que vous collaborez pas, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent dire, là. Vous êtes agressif. Et là, des fois, le mal est fait. Donc, c'est bon en prévention. Là, si tu sens que peut-être que la DPJ va te contacter bientôt, prépare une bonne technique de gestion des émotions. Parce que quand ils vont t'appeler, tu vas vouloir être suffisamment calme et poli pour pas mettre les intervenants à dos. Puis d'ailleurs, dans un couple séparé, mettons, toi, tu es le parent qui envoie chier la DPJ, qui hurle, qui insulte, qui raccroche au nez, qui collabore pas, puis que l'autre parent, il est mielleux, gentil, manipulateur, etc. Sois pas surpris après que la DPJ prenne du bord de l'autre parent. T'envoies chier la DPJ depuis 3 mois, puis l'autre, il est poli. L'autre, il a une bonne stratégie relationnelle. Fait qu'on peut faire pareil puis être fin. Ça peut pas nuire, être fin avec la DPJ. Puis s'il y a un problème, c'est le juge qui va trancher. Oui. Fait que, tu sais, il y a des parents qui sont comme, OK, ça a du sens comme stratégie. Puis là, ils vont me dire, ouais, mais moi, je l'aime pas, l'intervenante. Je leur dis, fais semblant. Le but, c'est de gagner. Tu sais, t'as pas besoin de l'aimer dans ton cœur. Mais si devant le juge, l'intervenant dit, Madame est fantastique, elle collabore, je suis à ça d'y redonner l'enfant, ben moi, j'ai une chance qui est très élevée de dire, donne-y l'enfant tout de suite, puis gagner ma cause. Parce que je peux dire au juge, écoutez, on est à ça avec la DPJ, moi, je vous demande tout de suite, on peut-tu pousser pour avoir l'enfant tout de suite? Tout ça parce que la DPJ dit que t'es fantastique. Fait que c'est vraiment des stratégies réelles pour gagner la cause. Et j'ai plusieurs, disons, disciples, des parents qui me suivent depuis longtemps. Eux, ils arrivent là, dès la première rencontre. Ils me disent, moi, je collabore avec la DPJ m'adore, etc. Ils me montrent les rapports DPJ, puis c'est vrai, la DPJ les adore. Puis là, on est comme à ça d'obtenir ce qu'on veut. Là, on pousse, puis c'est plus facile pour nous de gagner dans ces circonstances-là.
Euh, versus les parents qui mettent tout le monde à dos, mettent la DPJ à dos, mettent le juge à dos, là, t'auras jamais ce que tu veux, tu sais. Oui, effectivement. Dans ce temps-là, on part avec un jugement un peu plus négatif, là, parce que ça reste des humains en arrière de ça, là, les intervenants, les juges, etc. Puis ils arrivent avec leurs lunettes, malgré la formation. Ils arrivent avec leur bagage émotionnel. Leur journée, si on est à la fin de la journée, ben, j'imagine que. Puis qu'on a un caractère comme ça à la cour, c'est pas super. Là, t'sais. Lui aussi a envie de rentrer chez eux. Là, puis, dans ce temps-là, on est peut-être moins choyé si on n'a pas été correct au départ. Du côté des jeunes ados, quand on parle des contrevenants, là, etc., est-ce qu'il y a des erreurs qu'ils font, là, qui finissent par être vraiment du point de vue, là, des fois, si ça vous arrive d'être en contact avec des jeunes ados, de dire oh mon Dieu, mais pourquoi il a fait ça? C'est sûr, on s'en va en cours, puis là, on va être dans le trouble. Là. Ça va être difficile à débattre. Là. Chez un adolescent, là, des choses des fois qu'ils font pour se dire mon Dieu, s'il s'est mis les pieds dans les plats en disant ça ou en faisant ça, il ne faudrait pas. T'sais. Ben oui, il y a des situations que. Mais tu sais, c'est des ados, c'est encore des jeunes. Ils sont en train de se former en tant qu'humains. Et des fois, ils sont entourés de mauvaises influences et ils peuvent faire des mauvais choix. Il y en a que ça va être des menaces à d'autres étudiants. Il y en a qu'ils vont apporter une fausse arme à l'école, par exemple. Tu sais, c'est pas des choix qui peuvent bien finir là, quand tu te fais prendre. Euh, mais, tu sais, c'est facile pour moi, là, de mon bureau, de dire ah, pourquoi ils font ça, puis de juger, mais je les juge pas tant. Tu sais, pour moi, c'est vraiment des enfants, des jeunes. Ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'être remis sur le droit chemin. Puis, c'est vraiment avec bienveillance là, que je regarde la situation de ces jeunes-là. Et beaucoup d'entre eux, leur comportement, c'est un symptôme d'une souffrance intérieure. Quand tu intimides, par exemple, un autre élève, puis tu fais des menaces de mort, mettons, euh, en quelque part, tu n'es pas bien à l'intérieur de toi. Il y a des bobos qu'il faut régler. Parce que quelqu'un qui est bien, à n'importe quel âge, ne va pas aller faire des choses comme ça. Fait que moi, je vois plus quelqu'un en souffrance qui se met les pieds dans les pieds dans les plats, c'est ça Oui, l'expression? oui, les pieds dans les plats, oui. Euh, puis, il y a certains parents qui, pourtant, toute leur vie, ont donné une très belle éducation à l'enfant, école privée. Tu sais, ils ont été là. Il n'y a pas eu de précarité, par exemple, de nourriture ou de logement, rien de là. Tu sais, c'est une famille que, de loin, on voit que, tu sais, ils ont l'air bien. Mais l'enfant va quand même exhiber des comportements inadéquats. Ça arrive vraiment dans toutes les classes sociales. Mais les bobos internes, il faut les identifier puis les régler, les travailler pour plus que ça arrive. Faire de la OK. prévention, de la correction, tout ça. OK. Quand on parle de jeunes qui sont déjà placés comme en centre ou peu importe, est-ce qu'il y a une façon pour eux d'avoir accès à de l'information par rapport à leurs droits? Est-ce qu'il faut absolument qu'ils contactent leur avocat? Est-ce que les intervenants ont ces infos-là par rapport à leurs droits? Ou comment ça fonctionne un petit peu là, pour qu'ils aient accès à leurs droits en tant que tels quand ils sont en centre? Est-ce qu'il y a une démarche particulière? À ma connaissance, la DPJ va leur dire, tu sais, tu vas avoir un avocat au tribunal. Ils sont informés de ça. Ensuite, quand ils rencontrent leur avocat au tribunal, mais j'imagine qu'il y a un échange de coordonnées qui se fait. Sinon, il faut demander les coordonnées, là, j'imagine, ou le nom, il faut s'en rappeler. Au niveau de l'accès à l'information juridique, pour les jeunes et pour les adultes aussi, avec Internet, on peut accéder à la loi quand même facilement. Il y a certaines dispositions qui sont faciles à comprendre, tu sais, le droit à l'avocat, le droit au respect, le droit d'être accompagné. Le droit d'être accompagné, ça, c'est tricky comme droit. La DPJ et les tribunaux vont favoriser être accompagnés par une personne neutre, par exemple ton intervenant du CLSC. Ça ne sera pas ton parent.
la DPJ refuse là, que tu viennes en rencontre DPJ accompagné de ton parent lorsqu'ils veulent te rencontrer seul. Parce que la DPJ va craindre, par exemple, la pression exercée par le parent sur les réponses que l'enfant va donner. Souvent, les parents vont dire, mais oui, mais j'ai lu la loi, mon jeune a le droit d'être accompagné. C'est vrai, mais par le parent, c'est tricky. Il n'y a pas un juge qui va dire, oui, ton jeune, la DPJ n'a pas le droit de le rencontrer sans la présence du parent. Le juge ne va pas dire ça parce que le juge s'intéresse à ce que l'enfant dit en l'absence du parent. Fait, il y a diverses dispositions législatives que les ados peuvent aller chercher d'eux-mêmes. Sinon, il y a des dépliants qui se donnent du côté de la DPJ. Il y a des pamphlets qui sont distribués aux parents, aux ados. Euh, et là, de plus en plus sur TikTok, il y a des gens qui donnent de l'information. Il y a des jeunes qui vont partager leur expérience. Il y a des avocats comme moi. Il y a des intervenants, les anciens intervenants du système aussi. Mhm. Donc, il y a diverses façons. Mais pour moi, je trouve ça théorique de dire, ah, j'ai lu la loi, je connais mes droits. Concrètement, là, comment je te sors du centre? Est-ce que la loi va te dire comment sortir du centre? Vraiment pas. J'ai plein de clients qui viennent à mon bureau qui disent, ah oui, j'ai lu la loi 5 fois, je l'ai imprimée, je l'ai surlignée. Est-ce que je vais être capable de me représenter seule? Ils vont me rencontrer pour obtenir des conseils. Et là, je leur dis, oui, vous avez le droit de vous représenter seul. Par contre, lire la loi, c'est insuffisant pour augmenter vos chances de succès. Ça prend une stratégie, ça prend comprendre comment le système fonctionne, qu'est-ce qu'il faut donner au tribunal pour obtenir ce qu'on veut. On doit donner des preuves, on doit donner un témoignage, qu'est-ce qu'il faut faire avec la DPJ en arrière-scène. Fait qu'il y a une différence entre aller comme chercher ses droits ici et là de manière théorique et obtenir ce qu'on veut dans le concret. Je trouve que dans le concret, ça passe beaucoup par l'avocat parce que l'avocat, il connaît le système de protection de la jeunesse, mais surtout les avocats qui pratiquent en jeunesse. Et il sait qu'est-ce que les juges veulent, qu'est-ce que les juges veulent pas, comment les juges réagissent, comment la DPJ réagit. Et à partir de là, il faut tisser une issue pour s'en sortir, tu sais. Fait qu'un jeune qui veut vraiment, par exemple, sortir du centre, il va poser la question, il doit poser la question à son avocat. OK, qu'est-ce que moi, je peux faire et je dois faire pour m'aider à sortir du centre? Je suis pas bien. Aussi, ce qui est important pour moi, c'est que les jeunes sachent qu'ils ont ce droit de s'adresser au juge. Parce que je suis tombée sur des TikTok de jeunes qui disaient « j'ai faim en centre ». Pourquoi tu le dis pas au juge? Parce que certains jeunes, je les sens un peu tassés de leur processus judiciaire. Soit que l'intervenant dit, ben, tu restes chez toi, là, ou reste chez toi, va à l'école, manque pas de l'école pour ça. Puis leur avocat dit, OK, je peux dire au juge ce que tu veux, tu peux ne pas manquer l'école. Je comprends là, que manquer l'école, c'est quelque chose de louable, mais en même temps, si tu dis pas au juge que dans le centre, tu te fais intimider par telle personne, que tu as faim, tu manges pas à ta faim, que tu n'as pas de fenêtre, tu es enfermé dans une petite chambre, pas de fenêtre. À Laval, c'est arrivé dans un de mes dossiers. Le juge ne peut pas le savoir parce que moi, j'ai des clients qui ont des belles places là, pour accueillir leurs jeunes, pour que le jeune revienne. Ils ont leur chambre, leurs animaux, leur frigo rempli. On a vraiment tout, tout, tout. Mais nous, en tant que parents, c'est difficile pour nous de diaboliser le centre. Tu sais, nous, les parents, si on dit que le jeune a faim, ça n'a pas le même impact que le jeune qui dit « Moi, j'ai le droit de témoigner, je m'en vais témoigner, puis je vais lui dire « Je suis pas bien, j'ai faim, je veux retourner chez nous ». Fait que s'il y a un droit que je veux que les jeunes connaissent vraiment bien, là, c'est leur droit de s'adresser au juge. C'est vraiment important. C'est le juge qui prend la décision. Oui, tu vas manquer peut-être une journée d'école, mais au moins la personne qui va prendre la décision pour toi va connaître comment tu te sens, qu'est-ce que tu subis, qu'est-ce que tu n'aimes pas, comment tu n'es pas bien. Parce que le système est là pour toi, le jeune. Le juge, il est là pour toi. Il doit savoir. Il doit voir dans tes yeux aussi à quel point tu n'es pas bien. Parce que ça influence le juge. Moi, j'ai eu un dossier où est-ce qu'une jeune n'était pas bien, elle voulait revenir. On l'a fait témoigner, j'y ai posé des bonnes questions. Il y a l'histoire d'un autre jeune aussi
Tu sais, j'y ai posé la question, comment tu te sentirais si on te retournait chez maman aujourd'hui? Puis là, il a comme lâché un espèce de respiration de soulagement. Ah mon Dieu, je serais tellement bien si je retournais chez nous. Le juge a ressenti ses émotions, puis ça l'a influencé la décision du juge. Le jeune y est revenu. Mais il y a eu d'autres faits aussi là, qui militaient vers le retour chez maman. Euh, mais ça, c'est un facteur important. Euh, et je dis ça comme si c'était facile, là, mais ça ne l'est vraiment pas. Contester un placement demandé par la DPJ, c'est très difficile. C'est rare qu'on gagne et c'est difficile de gagner. Mais c'est possible. Il faut se battre. Justement, tu parlais de jeunes sur TikTok, entre autres, qui racontent leur vie en centre, qui sont pas bien, ou même de parents qui dénoncent. On a une question qui brûle les lèvres depuis quelques semaines, c'est la confidentialité. J'ai entendu dire que selon la loi, une personne qui a le droit de lever la confidentialité, c'est le parent en tant que tel. Selon les prédispositions de la loi, il y a comme de quoi un article qui dit que le parent a le droit de lever une confidentialité, mais la DPJ veut pas. Faut garder la confidentialité du jeune. J'avais comme c'est peut-être une malinterprétation, là. C'est peut-être un article qui est flou, là, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe avec la confidentialité? Quand un jeune qui est mineur décide de faire une vidéo TikTok, est-ce qu'il brise la confidentialité de son dossier? Qu'est-ce qui se passe? Ou quand un parent dénonce, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? En fait, c'est une légende urbaine que les parents peuvent lever la confidentialité d'un dossier DPJ. C'est complètement faux. OK. La loi sur la protection de la jeunesse indique que c'est interdit de publier et de diffuser des informations qui permettent d'identifier les enfants et les parents, sauf si le tribunal l'autorise. Fait que finalement, la seule personne qui peut lever la confidentialité pendant qu'un dossier existe, là, c'est le tribunal. C'est OK. sûr que si c'est un jeune DPJ d'il y a 20 ans, puis qui parle de son expérience avec la DPJ, c'est correct, là, à mon avis. Un C'est vraiment, dossier fermé, hein. c'est fermé, ça fait longtemps, c'est ses histoires personnelles, ça le concerne. Dans le fond, la confidentialité, c'est pour protéger l'enfant surtout. C'est pour pas qu'il se fasse stigmatiser à l'école. Mais si lui, ça fait 20 ans puis qu'il en parle, il n'y a pas de problème. Donc, les parents n'ont pas le droit là, de publier une information qui permet d'identifier les parents et les enfants. Euh, c'est pour ça que dans les groupes Facebook, à un moment donné, j'en avais un pour ma pétition, pour changer la loi. Tu sais, il y a des parents qui mettaient des photos de famille, là, puis tout de suite, là, les avocats de la DPJ ils m'écrivent Maître, c'est illégal, enlever cette photo, c'est votre groupe, etc. Puis ils avaient raison parce qu'on ne peut pas publier ces informations-là. C'est pour ça que euh, les gens qui travaillent avec moi, là, les parents qui travaillent avec moi, ils vont favoriser de mettre un avatar sur TikTok, tu sais, un petit bonhomme qui tient le Mhm. visage ou qui vont déformer leur visage avec un filtre ou qui vont porter un masque, un costume, pour justement se conformer aux dispositions de la loi. Donc, les jeunes qui sont sur TikTok puis qui disent Moi, je suis en centre, puis j'ai faim, puis je me fais abuser physiquement par les gardiens, j'ai eu une fouille à nu pour absolument rien, puis que leur visage est carrément là, c'est une infraction à la loi. Euh, Moi, je suis avocate, fait que je suis obligée d'encourager le respect de la loi. Donc, je réitère qu'il faut camoufler là, son visage, soit le mettre en flou. Il y a des fonctions dans les applications que tu peux mettre des choses floues, ou sinon tu mets un filtre. Tu ne veux pas manquer de respect à la loi parce qu'il y a des dispositions pénales, il y a des amendes qui peuvent se donner, même si je ne les ai pas vues en pratique, ces amendes-là. Puis on ne veut pas irriter le tribunal, on ne veut pas fâcher le tribunal parce que nous, on est là pour convaincre le tribunal de nous donner ce qu'on veut. Fait que si déjà il est irrité parce qu'on est partout sur les réseaux sociaux, on part de loin là, pour le convaincre de nous donner ce qu'on veut. Fait qu'il faut faire très attention. Justement, j'ai été dans le trouble avec ça, avec la DPJ là, qui fait des accusations comme quoi je brise la confidentialité. Je ne suis pas du tout d'accord que je brise la confidentialité, mais selon eux, je brise la confidentialité. Fait que là, on s'en va à la cour prochainement, là, débattre de ça. Est-ce que j'ai brisé la confidentialité? Est-ce que mes TikTok permettent d'identifier les parents et les enfants? Euh,
et c'est surtout pour protéger là, les enfants, mais selon moi, dans mes TikTok à moi, la DPJ veut me censurer. C'est pas une question de je regarde son TikTok à elle, puis là, je suis capable d'identifier des enfants, puis je vais aller me moquer des enfants, puis les stigmatiser à l'école. Ah, toi, t'es un enfant DPJ. De toute façon, dans mes causes à moi au civil, où est-ce que les parents sont avec moi dans les TikTok pour dénoncer la DPJ, ils ont perdu leurs enfants, ça fait bien longtemps. Fait que c'est pas vrai là, que quelqu'un va identifier l'enfant de madame alors qu'elle l'a perdu il y a 5 ans puis que l'enfant a été placé en famille d'accueil. Tu sais. En plus, elle porte un masque. Là, fait que les personnes qui peuvent vraiment identifier les enfants, c'est genre sa mère, son conjoint, mais sinon, qui d'autre le sait? Le monde ne sait même pas qu'elle a des enfants. Tu sais. Fait que la DPJ, elle utilise de certaines dispositions de la confidentialité pour aller censurer des familles, des avocats. Euh, et voilà, moi, je le déplore. Et j'ai fait une demande en abus au tribunal pour dire que la DPJ essaie de censurer un débat public euh, pour se protéger elle-même, dans le fond. Tu sais. Mais se protéger, mais en même temps, on a toute l'idée qu'elle a l'immunité aussi. Donc, justement, on a l'immunité de la DPJ qui existe. Donc, se protéger de quoi? Si elle a l'immunité, je veux dire, parce que c'est quoi les limites de cette immunité-là? Des fois, le public a l'impression qu'il n'y a comme pas vraiment de limite, là, qu'elle a le droit de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, parce que c'est une loi d'exception. Donc, c'est quoi d'abord protéger de quoi? Puis c'est quoi d'abord les limites de cette immunité-là? De quoi pour avoir peur si elle a l'immunité, tu sais? Protéger son image, parce que c'est des dossiers à huis clos où est-ce que personne sait ce qui se passe sauf les parents et les enfants, puis la DPJ. Fait que pendant longtemps, avant l'explosion des réseaux sociaux, la DPJ, elle faisait ce qu'elle voulait. C'était à huis clos, c'est secret, personne ne sait. Fait que la DPJ, elle avait comme un contrôle complet de son image, sa réputation, puis de ce qu'elle faisait. Mais là, oups, avec le boom des réseaux sociaux, tout sort, un cheveu par-ci, un cheveu par-là, des avocats qui viennent en appui des parents, des témoignages des enfants, etc. Et là, ça fait peur parce que qu'est-ce qui était autrefois secret à huis clos, ça explose. Et il y a certaines choses qui sont inacceptables faites du côté de la DPJ, comme on a vu avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Fait que plus les gens dénoncent, plus la DPJ a peur pour son image, les scandales médiatiques. Fait que c'est sûr qu'elle veut censurer les parents, les enfants, mais encore plus des personnes du système, comme par exemple moi, avocate. Quand je viens corroborer la version des parents, ça vient ajouter en crédibilité aux parents. Ça vient montrer à la population que non seulement le parent euh, est, est- est- est déplorent le système, mais encore là, ils sont appuyés par une avocate qui déplore aussi certaines euh, malpratiques là, du système. Fait que la DPJ n'aime pas ça. Mais concrètement, c'est vrai qu'avec l'immunité, la DPJ, elle n'a pas peur de se faire condamner à des dommages-intérêts, dommages punitifs. Elle a zéro peur. Euh, Même que selon nous, elle est morte de rire. Tu sais, ah, du monde qui me poursuit, moi, j'ai l'immunité. La Cour d'appel, à 2 reprises, a indiqué là, de manière très ferme et très forte que la DPJ a l'immunité, même quand il y a des fautes, même quand il y a des choses qui ne sont pas correctes qui ont été faites. Il y a 2 fois dans l'histoire du Québec où est-ce que la Cour supérieure a dit oui, la DPJ, on va la condamner à des dommages. Puis les 2 fois, la Cour d'appel a dit non, on va annuler tout ça. Il y a l'immunité. Même s'il y a des fautes graves, c'est l'immunité. Fait que la DPJ, elle se sent très protégée là, par la loi et par les tribunaux dans le passé. Par contre, il faut noter que l'immunité de la DPJ, c'est pas quelque chose d'absolu. C'est vraiment pour les cas de bonne foi seulement. Fait que jusqu'à présent, la DPJ a dit oui, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes graves, mais c'était de bonne foi. Donc, j'ai l'immunité. Fait que c'est comme ça que la DPJ, elle s'en est sortie aussi longtemps, parce qu'elle était toujours de bonne foi. Mais là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire aux juges qu'il y a certaines choses, ça peut même pas être compatible avec de la bonne foi. Comment est-ce que ça peut être compatible avec de la bonne foi? Tu sais,
Prouver la mauvaise foi, c'est difficile. C'est quelque chose d'interne de la DPJ. Moi, comment tu veux que je prouve la mauvaise foi? J'ai pas de photos, j'ai pas de vidéos de mauvaise foi. Tu sais, moi, je dis que t'es de mauvaise foi, mais c'est pas assez. J'ai pas de preuves. Euh, Fait que c'est difficile, la preuve de mauvaise foi. C'est pour ça que la DPJ s'en sort tout le temps. Mais là, on veut amener quelque chose de nouveau. OK, peut-être que ma preuve de mauvaise foi n'est pas assez claire pour le tribunal, mais en même temps, ce que la DPJ fait, c'est incompatible avec la bonne foi. Donc, on peut lever l'immunité. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes 2 poursuites au civil contre la DPJ en ce moment. Il y a quelqu'un qui a déjà réussi à faire cette stratégie-là avec l'immunité du barreau du Québec. Une madame qui est allée jusqu'en Cour suprême, elle a dit, OK, j'ai pas de preuve de mauvaise foi du barreau, mais ce que le barreau a fait, c'est incompatible avec la bonne foi. Donc, on va condamner le barreau à des dommages. On va lever l'immunité du barreau. Madame, elle a fait ça jusqu'en Cour suprême avec le barreau, l'immunité du barreau. Nous, on veut faire la même chose avec la DPJ. Fait qu'on s'inspire de cette madame-là. C'est Madame Finet. Donc, on va suivre son chemin, mais côté DPJ, pour faire avancer le droit au niveau de l'immunité de la DPJ, parce qu'à un moment donné, ça suffit. La DPJ, elle n'a pas carte blanche. On ne peut pas lui permettre de faire tout ce qu'elle veut, parce que vous voyez ce que ça donne. Ça donne certaines malpratiques extrêmement graves qu'on voit dans les scandales médiatiques. Fait que ça prend quand même quelque chose qui incite la DPJ à avoir peur et qui incite la DPJ à respecter là, ses obligations légales en tout temps, de faire attention du moins. Je ne dis pas que la DPJ fait exprès tout le temps, il doit y avoir là, des erreurs de bonne foi, mais il y a certaines pratiques que c'est devenu une culture organisationnelle, comme on a vu dans le rapport de la Commission des droits. Fait que nous, on veut donner des incitatifs à la DPJ pour qu'elle fasse attention. Parce qu'en ce moment, on dirait que c'est le free-for-all. Elle ne fait pas attention, elle fait ce qu'elle veut. Et on le déplore. Il y a des enfants là-dedans, il y a des familles là-dedans. Donc, merci beaucoup, Maître. Donc, là, notre segment de 1 heure est terminé. Merci pour ces belles réponses. J'avais 2-3 petites questions Patreon. Est-ce que vous avez 2 minutes pour les questions Patreon? Oui, pas de problème.